Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 30 mars 2024. On se retrouve avec un Bitcoin pile poil à 70 000 $ ce samedi matin, Ether à 3005 tout rond aussi, et vraiment des comptes bien ronds. Et malgré tout, on a eu une semaine peut-être un peu en demi-teinte, donc on va voir ce que ça va donner justement à seulement 24 heures de la clôture mensuelle, mais aussi du premier trimestre pour cette année 2024, avec, on l'a constaté régulièrement, des échéances assez importantes, notamment les troisièmes vendredis des mois justement clôturant les trimestres, donc ça doit être mars, juin, septembre et peut-être décembre dans ces eaux-là pour le fameux vendredi qu'on appelle des 3 et 4 sorcières et qui entraîne des clôtures d'options de futurs et par corollaire souvent un peu de volatilité. Le BNB à 600 $ avec un nouveau launchpad et je viendrai dans un instant puisqu'il y a en ce moment des petites opportunités peut-être à saisir. Je vous donne l'information, ça n'est pas sponsorisé bien entendu, mais c'est des projets sur lesquels moi j'ai investi. Donc là c'est samedi, je fais une petite overview de tout ce qui s'est passé sur la semaine et en même temps je vous parle de deux opportunités sur lesquelles je suis rentré de mon côté et qui là pour le coup sont listées au quasi même prix que les private du côté de CoinList, donc ce qui me paraît être un truc plutôt équitable pour tout le monde. On a toujours des performances contre-performances autour de plus 2, plus 3 à moins 3% pour Shiba. Dans tous les cas, pour ceux qui sont aficionados de Memecoin en ce moment, c'est WifeHat qui drague toutes les attentions et qui est à 4 $ et je sais plus combien et qui désormais capitalise plusieurs milliards, c'est complètement fou. On a le Litecoin à la 20e place qui nous pousse plus 11%, du plus 3 à plus 5 pour Filecoin, Atom Cosmos, Arbitrum, Immutable X, plus 22% effectivement pour le Dog WifeHat, alors je n'en ai pas du tout mais on est à 4,46 $ à 3,20 milliards de cap, complètement dingue. Et enfin on clôture le top 50 avec Mantle, Lido et Arweave, Gala, Monero à la 50e place qui n'a pas bougé depuis la dernière émission. La map de liquidité qui elle aussi n'évolue que très peu finalement. Il nous faudra faire tomber le gros bloc des 77 à 78 pour espérer rallier les 80, 90 et plus. En bas on a un tout début de quelque chose à 64 000 puis il faut repartir à 60, 56 puis autour de 52 000 $, sachant que comme on l'a vu lors de la dernière émission, je ne vais pas faire des redites systématiquement, mais on a un gros bloc à venir défendre entre 50 et 55 000 si toutefois autour du halving ou au cours de l'été 2024 on avait un retracement un peu plus profond. Le Scalpex en 4 heures qui après ce qui pourrait s'apparenter à une épaule tête-épaule inversée un peu Quasimodo ici, donc j'irai pas non plus trop m'aventurer là-dessus, mais on avait un point de pivot à 68-69 sur lequel on travaille désormais et un petit range très court terme qui est donc cloisonné entre 68 et la borne haute à 72, sachant que l'ATH actuel pour le Bitcoin est autour de 74 000 $. Le Crypto Fear and Greed Index à 75 dans l'euphorie, mais plus l'extrême euphorie, ça a un peu dégonflé et les ordres ce matin se bataillent du côté de BitMEX et Binance entre 67 à 69 pour les acheteurs et pour les vendeurs, c'est entre 70 à 100 000 $ où des ordres attendent déjà. Comme je vous le disais à l'instant, pas sponsorisé, donc pas de bandeau sponsorisé. Par contre, je suis investisseur dans les deux projets dans lesquels je vais vous parler dans quelques instants. Le but n'étant pas forcément de mettre en lumière tel ou tel projet, c'est juste de vous dire que oui, CoinList, qui est une plateforme, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, de launch pool, de launchpad participative pour permettre justement d'investir sur des projets qui se lancent, propose les deux projets dans lesquels j'ai mis des billes, à savoir Mystico Network qui vous permet donc d'avoir une layer base qui va permettre niveau scalabilité, modularité, d'avoir quelque chose qui est vraiment tout blockchain, tout bridge, etc. Et ce qui m'a plu quand on m'a pitché le truc à l'époque, c'est quand on regarde en général le pager, il y a quelques pages qui circulent au début avec une promesse, puisque quand on investit sur un nouveau projet, bien entendu que derrière on peut absolument tout perdre puisque le projet n'existe pas encore et qu'on investit sur une promesse. Et c'est là aussi où c'est très compliqué pour un investisseur de défendre une thèse d'investissement, puisque pour la plupart, voilà, à un horizon de temps de 2-3 ans, la plupart du temps, c'est des projets qui, comme dans le milieu des startups, vont péricliter à un horizon de temps comme ça de 24 à 36 mois et il n'y aura que 1, 2, 3%, peut-être aller 5 à 10% quand on a un peu de chance, qui vont vraiment faire quelque chose et devenir les gros projets porteurs de demain. En tout cas, là, on a deux très bons backers derrière avec Sequoia, mais c'est la branche Inde, Samsung Next, on a CoinList bien évidemment qui les a listés, HK Capital, Safe, Trip Capital, etc. Il y en a plein, Signum, et on a des angel investors comme ils les appellent avec le fondateur de Polygon, de Matic, etc.
Donc globalement, c'est des projets sur lesquels justement, quand ils se montent, on ne sait pas si un jour ça percera, si ça deviendra le gros truc qui sera sélectionné par le marché, qui trouvera sa communauté, etc. Mais à ce jour, ça reste des projets qui sont relativement novateurs, qui sont dans l'air du temps et qui peuvent permettre justement de s'intéresser un peu à ce qui se passe, on va dire, d'un point de vue pure recherche et développement dans l'écosystème crypto. Le deuxième, c'est Bondex. Donc, il s'agit tout simplement d'un équivalent de ce que pourrait être un LinkedIn Web3. Là aussi, on a de belles participations avec Chainlink, Figment, Kyber Network, Blockchain, Phantom, The Graph, etc. Donc, plutôt là, des investisseurs ce coup-ci et à la fois des utilisateurs qui vont être ultra orientés Web3. On n'a pas d'externalisation, si je puis dire, au niveau des acteurs et des investisseurs. Et donc là, vous avez un petit extrait à l'écran de ce que ça pourrait donner. Donc ça aussi, j'ai mis un petit ticket et quand je suis allé voir par curiosité le listing de CoinList, par exemple pour Mystico et pour Bondex, j'ai plus en tête lequel c'était des deux, mais en gros pour ma part, je suis rentré autour de 0,12 par token. Je pense que c'était Mystico et il est proposé à 0,15 sur CoinList. Donc vous voyez qu'on a un delta qui est quand même excessivement faible par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé où effectivement quand on rentrait en seed, en private, etc., il y avait souvent un delta très important, parfois de x10, x20 si c'est pas plus, par rapport à la public sale. Donc voilà, le mot est passé. Bien entendu, je suis allé vérifier aussi sur CoinList qu'il n'y ait pas besoin de prérequis hormis le fait de devoir KYC sur cette plateforme et je le répète, ça n'est pas une publicité. Je ne suis pas sponsorisé par CoinList pour vous en parler. J'ai mis un biais dans les deux projets que je viens de citer. Après, libre à vous de faire premièrement des recherches en profondeur et ce pour vous permettre d'investir en votre âme et conscience si toutefois vous le souhaitez, puisque comme je le rappelle, ça comporte un risque de perte de capital très importante quand c'est un projet qui se monte. Je sais aussi qu'il y a une grosse population de la cryptosphère française qui ne demande que ça systématiquement, d'avoir des nouveaux deals, etc. Donc de temps en temps, peut-être une fois par mois ou une fois par quinzaine, on essaiera de voir s'il y a des petits deals qui passent du côté de CoinList, de Binance, puisque c'est aussi finalement un peu le même modèle, sauf qu'il faut utiliser le BNB de Binance pour le mettre en collatéral à chaque fois qu'il y a un launchpad ou un launch pool, je ne sais plus comment il l'appelle sur Binance, pour vous permettre d'avoir un petit peu d'un token qui vient de sortir. Et souvent, ça fait quand même des multiplicateurs qui sont assez intéressants, à ceci près que du côté de Binance, ça va être celui qui a le plus qui va gagner le plus. C'est voilà, les plus gros portefeuilles malheureusement qui sont les plus privilégiés. Sur CoinList, de ce que j'ai vu, vous allez avoir la possibilité d'investir de X, par exemple 100 $ à 1000 $ et vous mettez exactement ce que vous voulez. Et mis à part leur système de karma, si vous êtes très actif sur la plateforme, vous n'aurez pas de favoritisme en tant que tel, si ce n'est que quand il y a vraiment des deals AAA, vous pouvez avoir un coup de fil ou ce genre de choses, donc vous serez un tout petit peu plus avantagé si jamais vous avez plus d'activité, mais je pense que c'est quand même un tout petit peu plus équitable que celui de Binance où finalement c'est les plus gros portefeuilles qui peuvent rafler le plus gros de la mise. On en vient aux news et on part avec Goku et Consensus, la société derrière MetaMask a soumis une lettre à la SEC plaidant pour l'approbation d'un ETF Ethereum Spot. Il demande à la commission de reconnaître les garanties avancées inhérentes à la conception d'Ethereum. Donc en ce moment, je vous avouerai que autour de Ethereum Layer 1 et de tout ce qui pourrait être chamboulé d'un point de vue justement de l'approbation d'un ETF Spot, il y a beaucoup de sons de cloche qui sont plutôt pessimistes et d'un autre côté, on a beaucoup de demandes qui ont été faites cette semaine à la CFTC, à la SEC, etc. d'acteurs majeurs comme du BlackRock, du Fidelity, et là on parle de fonds entre 5 000 et 10 000 milliards sous gestion, c'est pas des petits trucs. En général, c'est des institutionnels qui sont considérés comme même plus puissants que les États, puisque c'est un peu l'État dans l'État d'un point de vue du système financier américain. Et là, je me demande comment à terme ça ne pourrait pas être approuvé. Par contre, c'est vrai que la deadline de mai, là pour l'approbation, la première, je suppose qu'ils vont essayer de la faire sauter ou du moins de la repousser un maximum pour petit à petit continuer de travailler le dossier un peu comme ça avait été fait du côté de Bitcoin. Et il y a beaucoup aussi d'autres personnes qui montent au créneau en disant qu'au bout d'un moment, la SEC ne vont pas pouvoir faire la sourde oreille indéfiniment et qu'ils risquent de se prendre exactement comme ça l'avait fait au moment de la pré-approbation ETF sur Bitcoin, des procès qui seront gagnés et qui forceront la main a fortiori à la SEC pour devoir accepter. Peter Brand qui nous mettait les deux charts du Bitcoin et du Gold, sauf que le Gold, après la petite contraction sous le point pivot des 2100 $, on est désormais quasiment à 2300 $. Le Gold qui rentre apparemment dans son propre bull run. Le BTC
a franchi très légèrement 74 000, mais on est revenu travailler longuement entre les 60 et 70 000. Et encore longuement, le mot est pour l'instant plutôt faible puisque ça fait que quelques semaines, donc peut-être que ça pourrait durer encore un peu et on va voir donc comment va s'ouvrir ce mois d'avril qui, historiquement parlant, est plutôt mitigé comparé aux 3 premiers mois de l'année. Après, on a également du vert même en mai et au cours de l'été. Alors, je sais pas si ces statistiques sont vraiment bonnes ici au niveau de ce tableau puisqu'il y avait des personnes dans les commentaires qui disaient qu'ils s'étaient peut-être trompés de la façon dont ils prenaient les mesures justement. Et souvenez-vous, à chaque fois qu'on a regardé au niveau de ce genre de tableau, c'était souvent le premier trimestre, voire le premier semestre qui était plutôt positif. Il y avait une grosse pause autour de l'été et l'automne est en général plutôt mitigé aussi. Un mois d'octobre, novembre où là, peut-être des fois ça fait quelque chose et ensuite décembre, pareil, assez mitigé. Donc je sais pas comment c'est mesuré, c'est peut-être en year to date ou enfin c'est un peu bizarre, mais toujours est-il, on a une vraie saisonnalité sur le marché crypto et plus globalement, c'est souvent porté aussi par un marché américain, le SP500, qui a fait ses plus belles performances, soit sur le premier trimestre de l'année, sur les 10-20 dernières années, ou autour de l'automne, et c'est vraiment une saisonnalité qui est souvent respectée. On a Atom du côté de Multiver X qui continue de pousser puisqu'il y a 20 000 TAO qui ont été bridgés en 48 heures, donc là aussi un très long post qui est proposé par Atom Labs, je vous invite à le consulter. On avait Cryptost avec Ethereum et les Blobscriptions qui font grimper les frais. Alors c'est vrai qu'il y a Vitalik qui a beaucoup communiqué ces jours-ci autour de ce qui est en train de devenir Ethereum et de ce qu'il voudrait que ça devienne demain. Là aussi, je vous invite bien entendu à vous faire votre propre opinion puisque il y a beaucoup de voix qui petit à petit sont en train de changer de fusil d'épaule en pensant que peut-être on aurait un Ethereum qui ne cocherait plus toutes les cases de ce qu'il voulait être ou de ce qu'il a été et petit à petit on a un avancement autour de ça pour le positif et pour le négatif. Donc comme d'habitude, c'est pas parce que Ethereum aujourd'hui est la seconde crypto-monnaie du marché qu'il le restera indéfiniment et qu'il le sera toujours dans 5 ans ou dans 10 ans. On peut avoir de très belles surprises, si ce n'est qu'aujourd'hui il est tellement développé, tellement grand et ça a tellement construit autour et dessus que bien entendu ça serait difficile de revenir en arrière et de tout basculer sur une autre blockchain, si ce n'est avec des outils qui permettront petit à petit en effet de faire des bridges, des ponts de façon tout à fait transparente et de façon tout à fait facilitée finalement, et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui. Il y aura une méga cérémonie autour de Cube 3, donc ça se passera en mai si je dis pas de bêtises, donc 10 jurés, 7 minutes pour convaincre pour ceux qui viendront pitcher et une cérémonie unique pour trouver les prochaines licornes européennes, 300 mètres carrés de studio devant 10 caméras, donc complètement fou, et vous pouvez postuler donc sur cube3.fr/cérémonie-S2. On avait Crypto Yoda qui avait partagé une analyse technique qui me plaît plutôt pas mal, avec peut-être un pump ici qui pourrait nous amener quelque part entre 80 et 100 000 $ en 2024, avoir une correction majeure en bear flag finalement, une belle contraction ici qui nous ramènerait sur les points hauts que nous sommes en train de traverser actuellement entre 60 et 70 000 sur la fin d'année 2024 et finalement un pump qui se terminerait courant 2025 jusqu'à la fin d'année 2025 où là on viendrait chercher la target finale entre 120 et 150 000 $. Alors après ça reste un scénario parmi 10 000, mais quand je vois à peu près la pertinence et des amplitudes et du prix et du timing, ça me plaît plutôt pas mal. C'est une représentation qui pourrait tout à fait coller à ce qui pourrait se passer. Après, bien entendu, nous n'avons toujours pas de boule de cristal et probablement que bon nombre de fois au cours des prochains trimestres, le cours viendra nous déstabiliser dans nos prévisions et dans nos prédictions. James Van Straten qui nous disait qu'on a 1,1 milliard en Bitcoin qui est sorti de Coinbase, donc ça continue au niveau des outflows et c'est plutôt positif puisque petit à petit, que ça soit les institutionnels ou les particuliers, l'accumulation continue, malgré le fait quand même, notons-le, que les mineurs distribuent avant le halving et que post-halving, on va voir qui tenait le mieux le manche finalement du côté des mineurs. Vous aurez le lancement de Agoradex, on est tout à fait dans le sujet de tout à l'heure pour les nouveaux projets qui se lancent. Ça sera sur l'application de Swissborg au travers des Vaults le 2 avril 2024, donc dans seulement 72 heures si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi de ce côté-là.
pareil, j'ai mis un billet dans Agoradex. De même que j'avais mis un petit billet dans tous les launchpads qu'il y a eu sur Swissborg quand on peut y accéder, puisque la plupart du temps, en 3 secondes montre en main, les vaults ont tendance à se remplir, et quand bien même on a beaucoup de CHSB, enfin nouvellement Borg le token, eh bien il faut quand même batailler pas mal sur les premières secondes pour avoir sa petite allocation. Mais je trouve quand même qu'on est rentré dans une ère qui est beaucoup plus participative au niveau des investissements. Alors bien entendu, comme d'habitude, ça veut pas dire que ça va en faire des investissements extraordinaires ou que le truc il va vous faire un méga multiple. On sait jamais du tout à l'avance ce que va donner un investissement à partir du moment où il est lancé et que le projet en est à sa genèse au début, c'est-à-dire à l'état de promesse avant même qu'il se mette à délivrer quoi que ce soit. Mais au moins c'est déjà une très bonne nouvelle puisque ça permet à tout le monde d'accéder à quelque chose qui est à peu près correct avant la sortie et de ne pas avoir systématiquement que les VC en amont qui profitent avec les seeds, etc. Je pense malgré tout au niveau de ce débat qui avait été souvent ouvert de l'investissement primaire, des VC, etc. et du monde des investisseurs professionnels avec les fameux venture capitaux, qu'il y aura toujours des privilèges à celui qui investit en amont en seed et qui a les millions à déployer quand nous particuliers on met des petits tickets à quelques centaines ou quelques milliers de dollars. Voilà, ça fait une énorme différence, c'est clair et net. On est un peu les derniers maillons de la chaîne, mais ça fait quand même plaisir de pouvoir investir comme ça avant que les projets soient rendus publics et ensuite on verra ce que ça donnera. Des joueurs de Call of Duty se sont fait voler leur Bitcoin à cause d'un logiciel malveillant, donc c'est 5 millions au total qui ont été drainés à travers un logiciel de triche, donc finalement l'arroseur arrosé. La liquidation map qui n'a guère évolué depuis ces derniers jours, donc je reviens pas dessus, tandis que Dan CryptoTrade nous disait que l'USD liquidité est en train de retracer un peu pendant que le Bitcoin continue de progresser. Ceci étant dit, depuis qu'il retrace l'USD liquidity, on a quand même une pause du côté du Bitcoin entre 60 et 70, donc c'est certainement à noter. C'était Bitwise qui filait son Ethereum S1, donc le formulaire au niveau de la SEC. On va voir ce que ça donnera pour Bitwise Ethereum ETF. On a Christopher Nolan qui va être fait chevalier en Angleterre pour ses services rendus au cinéma, donc on pourra désormais dire Sir Christopher Nolan, c'est assez extraordinaire. Valentin donc qui nous reparlait des dernières avancées autour de Join Cube 3 avec HashGuard et un mix pour l'account abstraction qui est déjà déployé autour de Comet et la puissance de solutions de stockage décentralisées incubées justement par ce projet HashGuard. Et peut-être qu'une fois je ferai une émission à part entière pour essayer d'inviter comme ça les incubés de Cube 3 pour leur permettre justement d'avoir un peu plus d'audience. Et d'ailleurs ce lundi on recevra Armand de Coinstancy lors du live qui pendant 5 minutes maximum nous fera une petite présentation de son projet. Armand qui est déjà un des modérateurs sur le Discord que vous connaissez probablement et qui est actuellement incubé à Cube 3. Je reviens pas sur le post de Vitalik donc qui parlait des blobs et de l'avenir de Ethereum et blablabla poète puisque à chaque fois c'est très indigeste à lire, donc je vous invite à le lire de votre côté. On avait Grégory Raymond qui disait que les Français auraient réalisé 720 millions de gains en crypto en 2023 selon la source Chain Analysis, et on voit que les États-Unis sont très loin devant avec quasiment 10 milliards. L'Angleterre en a un 1,4, le Vietnam 1,20, Chine 1,15, Indonésie 1 milliard, etc. Et ça descend comme ça jusqu'à 720 millions pour la France qui est en bonne 20e place. Et ensuite on a les derniers de la liste qui sont par exemple la Norvège avec 150 millions. Donc on voit quand même qu'on est loin sur la liste puisque d'après les statistiques qui tournaient sur les réseaux sociaux, les Français sont censés avoir investi plus en crypto que dans leur PEA ou leurs actions, donc je suis quand même assez dubitatif. Avec Coins.fr, on a Sam Bankman-Fried qui a été condamné à une peine d'emprisonnement de 25 ans pour fraude. Les procureurs avaient requis une peine de 40 à 50 ans contre l'ex-gourou de la crypto et je crois même que ça parlait de 110 ans. Après voilà, la condamnation est là et on va voir ce que ça donnera niveau suite puisque probablement que ça continuera de bouger au travers du temps, qu'il y aura un livre, un film et tout ce qui va bien ensuite. Grayscale aurait déclaré que nous sommes actuellement au milieu du bullrun quand on regarde les cycles d'un point de vue historique. Donc est-ce que nous n'avons toujours pas entamé la véritable phase parabolique? Là est toute la question. En tout cas c'est vrai qu'on peut se poser la question puisqu'au niveau du Bitcoin on est toujours cloisonné autour de l'XATH. Je reviens pas sur le gold avec Axel Kibar qui confirme le chart de Peter Brandt avec un rectangle qui pourrait nous amener proche des 2500 $ l'once. Toujours avec Goku, Edward Snowden qui disait à propos de l'affaire SEC contre Coinbase, si la SEC continue à agir de mauvaise foi comme ça, elle va perdre si durement au tribunal qu'elle ne pourra plus jamais faire ça à qui que ce soit. Donc on a un vrai travail au corps actuellement
actuellement contre la crypto aux États-Unis, du lobby qui est fait en positif et en négatif contre l'industrie, et derrière un nouveau président qui pourrait rebattre les cartes à l'automne, et on va voir ce que ça va donner, notamment par rapport à Gary Gensler et la SEC. Excellente vidéo publiée sur Finari avec Mounir Lagoun, donc le CEO de Finari, et Alexandre Lourimi, avocat fiscaliste qui est spécialisé crypto, je pense, on peut le dire aujourd'hui, mais pas que, mais qui quand même fait de très bonnes vidéos, puisque là ça en fait partie, c'est un peu une masterclass sur tout ce qui est fiscalité, plus-value, requalification pro ou non. Donc vraiment il lui a posé toutes les questions, j'ai trouvé ça super frais et un échange de qualité, donc je vous invite à le consulter. Loris Dalio avec Amazon qui conclut un investissement de 4 milliards de dollars dans la startup Anthropic, qui est l'un des principaux rivaux de OpenAI, donc on est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Grégory Remond et le projet Ondo Finance, fer de lance de la tokenisation des RWA, qui annonce qu'il utilisera prochainement le fonds Build de BlackRock, donc un très bon partenariat là aussi, qui a propulsé le token de Ondo de plusieurs dizaines de pourcents ces derniers jours. Et on terminera avec un fait un peu intéressant et un peu une bizarrerie aussi qui est en train d'arriver côté token d'IA, c'est Fetch avec Fetch AI, Océan Protocol et son token Océan, et Singularity Net avec le token AGIX, qui s'unissent pour former la Super Intelligence Alliance avec un nouveau token qui va merger les trois, qui s'appellera ASI. C'était Bifresh Crypto qui nous mettait ça en avant avec un long post que je vous invite à consulter. Alors je me posais la question de comment ça allait être fait, et finalement c'est bien ça, il y a un nouveau token qui est émis et qui va être tout simplement réparti à hauteur de la participation des trois autres. Est-ce que les trois autres vont disparaître, vont être burn, vont être détruits? Je me pose aussi la question, mais en tout cas on a une fédération des tokens d'IA qui sont en train de faire un peu une super structure. Je suis curieux vraiment de voir ce que ça va donner, si ça va amener plus de spéculation, plus de liquidité dessus, mais en tout cas c'est intéressant comme phénomène à observer, et ça pourrait peut-être donner des idées à d'autres domaines pour essayer de se resserrer un peu au niveau des rangs et de ne pas être complètement dilué. L'analyse technique, 2558 milliards, toujours dans le range, compris entre 2200 en bas et les 2730 en haut. Le crypto total de Desalt, 1182, dans le no man's land entre les 1000 milliards tout rond et les 1272. On voit qu'on commence à accuser le coup un peu niveau volume, après des volumes qui ont été très ascendants pendant le mois de mars justement. Là on pourrait avoir une petite pause au mois d'avril, on va voir comment ça va se matérialiser. Crypto total 3, 760 milliards pour les altcoins uniquement hors Ether. Lui il est plus avancé puisqu'on revient coller quasiment à l'ATH. Donc à voir si le mois d'avril ne pourrait pas s'écrire si Bitcoin restait bien sage à 70 000 du côté des alts justement. Le Bitcoin 70 000, que dire, on est désormais entre le range des 61 et des 74 en haut. Si jamais on monte en ligne droite, on a la trend à venir chercher ici autour de 84 000 $. On est très très haut en RSI, donc je pense qu'on risque d'avoir quand même une petite contraction de prix qui dure, et pourquoi pas au cours de l'été pour venir chercher un nouveau point haut à l'automne. En tout cas c'est comme ça que ça pourrait se passer si on ne dégoupille pas immédiatement en avril. J'ai peur quand même que l'été soit une période un peu morose pour le marché crypto. Après je me trompe régulièrement, donc j'espère me tromper encore. Le SP500 qui nous fait des nouveaux points hauts, 5254, ça continue to the moon pour le SP500, et donc pour tout ce qui est CW8 etc. au niveau du MSCI World ou de tous les ETF qui traquent tout le marché US. Le gold pour sa part qui nous fait du 2230 voire plus, donc beau breakout, bel et bien acté. On a un RSI qui est déjà relativement haut, donc là on va voir comment ça va se comporter avec une moyenne mobile 20 hebdo qui est à 2065 sur l'ex-support de sortie et l'ex-ATH. Ether qui est cloisonné désormais entre 3075 en bas et 4100 en haut. Pareil, on a un petit range. On a malgré tout, comme sur Bitcoin, le MACD qui est en train de fléchir, le RSI qui s'appuie sur les 70, la zone de sortie, donc on va voir ce que ça va donner en hebdo. Coinbase qui se raccroche aux branches, qui a fait le yo-yo un peu cette semaine, puisque justement ça bougeait au niveau des conflits SEC Coinbase, et un coup on dit oui, un coup on dit non, donc j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais je pense qu'au long terme ça risque de porter plus préjudice à la SEC qu'à Coinbase. On a le DXY qui est autour de 104.48 statu quo sous la moyenne mobile 100 et cloisonné entre les deux autres moyennes 50 et 20, donc complètement à plat. Le dollar, on n'a pas de prise de décision court terme, et la Bitcoin dominance qui est toujours positive à 53.8. Là aussi ça fait un mois qu'on est cloisonné entre 53 et 54. On va avoir une
fin de contraction assez violente, je pense. Est-ce que le Bitcoin va aller chercher ses 80-90 000 autour du halving et au cours du printemps pour faire une grosse respiration au cours de l'été, tel que le disait le chart de Crypto Yoda, et une poussée supplémentaire entre l'automne 2024 et début d'année 2025? Ou bien est-ce qu'on part à la cave, malheureusement, direction les 50-55 000 dollars pour Bitcoin? Les alts se referaient oblitérer une fois de plus. La Bitcoin dominance monterait aussi en même temps que le Bitcoin descend, puisque les gens auront tendance à se réfugier soit dans Bitcoin, soit dans le dollar, donc les stablecoins par corollaire. Voilà, c'est les deux petits plans que je m'en fais là pour le printemps. On va voir lequel va se réaliser. Au niveau des gagnants du moment, rien d'extraordinaire. On continue de faire les chaises musicales au niveau des altcoins. On a de temps en temps des petites perfs qui sortent du lot, mais il faudrait vraiment prendre le temps de les screener un par un, chose que je n'ai pas faite ces dernières 48-72 heures, donc on en rediscutera très certainement lundi. On a Immutable X qui est dans une configuration loin d'être dégueulasse. On est quasiment revenu d'ailleurs récemment au contact de la moyenne mobile 20 qui se trouvait elle à 2,40. On s'est arrêté plusieurs fois à 2,50 et on est aujourd'hui autour de 3 dollars et on terminera avec Jupiter. Je n'en ai pas encore en portefeuille, d'ailleurs on va passer en journalier puisque ça fait que trop peu de temps qu'il a été introduit et on a eu là aussi une belle progression. Le souci étant, voilà, quand on a un nouveau token comme ça qui se présente, ça va être quand est-ce qu'on rentre, puisque on a été introduit et encore ça devait pas être le prix minimal sur lequel on pouvait l'acheter, autour de 0,10 centimes. On est aujourd'hui à 1,50 $. Donc une fois que l'actif a fait un x15 comme ça, est-ce qu'on se dit que c'est l'actif sur ce cycle qui va faire justement un x10 de plus, ou est-ce que malheureusement derrière on va se faire punir? En tout cas on peut le voir en journalier, il suit plus ou moins la dynamique de sa moyenne mobile 20. Après, j'ai pas encore creusé tout ce qu'il y a du côté de Jupiter. J'en ai vu du bon du côté des réseaux sociaux. C'est pour ça que systématiquement, quand il y a des projets comme ça que je n'ai pas pris en amont, qui sont déjà sortis et qui ont déjà fait un x15, je prends un petit pas de recul, je regarde le fondamental, les tokenomics, l'action de prix, la hype sur les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, je me fais un avis. C'est soit je suis là au bon endroit, au bon moment et j'investis avant ou pile poil quand le truc y sort, justement dans la bougie primaire ici, soit si le train il est déjà passé, laissez la poussière retomber, prenez un grand souffle, un pas en arrière, on se pose dans son siège, on réfléchit pragmatiquement, calmement et ensuite on se fait une idée. C'est exactement ce que je compte faire du côté de Jupiter. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve que lundi et continuez d'être prudent et passez donc un très bon week-end. Ciao, ciao.